Si vous voulez, on a aux environs 3/4 d'heure d'échange. Si vous avez des choses à dire, des questions à poser, je suis sûr que Gérard se fera un plaisir de réagir à ce que vous direz. Pour vous dire qu'après, je vous propose qu'on termine la soirée autour d'un verre en poursuivant les échanges. Vous avez une table de bouquins de Gérard. Vous pourrez regarder, je suis sûr qu'il se fera un plaisir de les dédicacer si vous le souhaitez. Alors il n'y en a plus beaucoup parce que les gens de Cadarache nous les ont tous pris, quoi. Voilà, mais il y en a encore un peu quand même. Par ailleurs, si vous voulez aider l'Assemblée citoyenne, vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez le faire en remplissant le petit papier que vous avez peut-être pas eu, mais il est sur la table pour laisser vos coordonnées pour les initiatives à venir. Et vous pouvez le faire aussi en apportant une petite contribution financière. N'hésitez pas, vous pouvez mettre les deux, le papier et la pièce, dans les boîtes qui sont à la sortie. Alors, à vous la parole. Il y a deux micros qui vont se balader. Il y a Franck d'un côté, moi de l'autre. Non, de ce côté, c'est moi, Geneviève. Je reprends la dernière expression. Quand vous dites qu'ils vont le payer très cher, comment vont-ils le payer très cher? D'après vous, qu'est-ce que... Attendez, peut-être on pourra mettre une question. Vas-y, qu'il y ait quelques interventions pendant ce temps. Tu veux un papier à crayon? Non, tu as tout dans la tête. Il y a le bâtiment qui s'en va. Non, le bâtiment, ouais. Oh, salut. Parce que j'ai été très ému par ce que tu as dit cet après-midi. Parce que j'ai, dans ma vie, visité quelques centaines de chantiers. Et j'ai enquêté sur 14 accidents mortels dans le bâtiment. Et quand j'ai encore des cauchemars, je pense toujours au métier du bâtiment. Et je trouve que c'est une telle injustice qu'il n'y a pas eu un régime spécial normal pour vous. Et que dans cette foulée, si on gagne, je m'excuse puisque tu t'en vas, dans cette foulée, si on gagne, si on peut imposer la retraite à 55 ans dans le bâtiment, et si on peut changer les conditions de travail, c'est vrai que sur 550 morts, il y en a 300 dans le bâtiment, la majorité par chute. Je suis très au fait de ça, et j'ai été très impressionné toute ma carrière d'inspecteur du travail par les conditions de travail qui sont les vôtres. Alors, avant le moment où tu pars, je le salue. Gérard l'a évoqué, Sylvain, excuse-moi 30 secondes. Attends, Gérard l'a évoqué, il y a un piquet de grève à Géométhane, ça fait 15 jours qu'ils sont en grève. N'hésitez pas à passer les voir pour les soutenir. Et il y avait cet après-midi une rencontre de divers salariés en lutte, et franchement, ça avait de la gueule, quoi. Voilà. Et notamment, il y avait les salariés du bâtiment. Sylvain, à toi. Oui, moi c'est Sylvain Miralles, délégué syndical CGT EDF côté hydraulique. Tout d'abord remercier l'Assemblée citoyenne de Manoskin qui permet d'avoir cette réunion ce soir. Remercier bien sûr Gérard pour sa présence et remercier aussi sa présence pour cet après-midi. Les copains qui étaient là présents nous ont déjà fait un retour que voilà, à travers tes propos, tu les as regonflés, tu les as remotivés. Voilà, donc merci. Ça fait aussi plaisir d'avoir, je ne sais pas si on peut te traiter de politicien, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir d'avoir un politicien qui nous parle de son passé ouvrier, quoi. Parce que moi, j'ai 40 ans et j'ai pas vu de ministre ouvrier à la télévision, dans l'hémicycle, depuis ma naissance, quoi. Et donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même encore des politiciens qui sont de ce milieu-là. Juste pointer quelque chose aussi qui est important, une grosse démagogie, une fois dans l'année, c'est la journée de la femme. Pour moi, c'est une grosse démagogie. À partir de l'année prochaine, je pense qu'il faudrait la supprimer. Pourquoi? Parce que ce que propose le gouvernement depuis un certain nombre d'années, c'est l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Et ce que porte ce projet de casse des retraites, c'est une inégalité au niveau des pensions de reversion. Donc quand le gouvernement nous dit une fois dans l'année, c'est la journée de la femme, moi ça me fait doucement rire. Voilà, j'en dirai pas plus. Merci. Moi, je souhaitais revenir sur une notion que vous avez évacuée peut-être un petit peu rapidement, c'est la notion de salaire différé. Et surtout, ce qui est lié, c'est les cotisations patronales. Et il me semble que la notion de cotisation patronale, donc sur nos bulletins de salaire, effectivement, il y a les cotisations qui sont piquées sur notre salaire. Et il y a ce que nos aïeux de 45 ont imposé aux patrons, c'est qu'ils payent aussi des cotisations correspondantes à nos salaires. C'est ça, le salaire différé. Et cette notion-là est une notion qu'ils ont cherché depuis lors à supprimer et à reprendre. Et depuis que je travaille, moi ça fait quand même 30 ans, et avant
quand j'étais encore lycéenne et que je voyais ça, on a été, année après année, et peut-être même plus souvent que ça, à essayer de rogner sur ces cotisations patronales jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une misère. Et à mon avis, un des enjeux majeurs aussi de cette réforme des retraites, pardon, ce contre-projet, enfin, tout ce qu'on veut, cette attaque majeure contre les retraites, c'est aussi, une fois supplémentaire, reprendre ce que l'on avait imposé en 1945, la notion de cotisation patronale. Peut-être encore une intervention, puis après Gérard, tu réagis. C'était où, là? C'était par là, on m'a dit. Ah, oui, je voudrais simplement rappeler, après cette intervention-là, et revenir un peu au CICE. Mais le CICE qui date de 2014 a été prorogé par Macron dernièrement, il n'y a pas très longtemps. Ce CICE a coûté entre 100 et 110 milliards. Et il a coûté entre 100 et 110 milliards de manque à gagner sur les cotisations. Bien sûr. Alors je voudrais savoir ce que tu en penses. Bien sûr. Voilà. Vas-y, Gérard, vas-y. Ça va aller de pair, les deux. Ah, pardon. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, parce que il y a quelque chose qui me... Enfin, il y a plein de choses qui me font bondir, mais il y a aussi une expression, c'est le coût du travail. Je ne supporte pas qu'on parle du coût du travail. Il n'y a pas de coût, le travail ne coûte pas, le travail rapporte. Et alors, à chaque fois que quelqu'un parle du coût du travail, j'ai envie de lui tordre le cou. Bravo. Bravo. Alors, sur le coût du travail, moi aussi, cette expression-là, je la combats. De toute façon, si je voulais quelque chose en l'utilisant, c'est augmenter le coût du travail, c'est-à-dire augmenter les salaires. Et ça, le coût, je ne vois pas de différence sur ce point. Et s'il y a quelque chose à baisser, c'est le coût du capital. Parce que lui, il coûte trop cher. Et donc, il faut inverser dans la bataille idéologique cet aspect et ce vocabulaire. Alors, sur la question du salaire super brut, parce que moi, je m'exprime ainsi, je mets les cotisations patronales dans la case du salaire super brut. C'est-à-dire, c'est un appoint quand même quelque part au salaire que les patrons sont obligés de payer. Bon. D'ailleurs, dans les années 90, au début des années 90, le patronat avait fait une offensive pour que le salaire super brut figure sur les bulletins de paye. Ils ont depuis changé d'avis. À l'époque, ils voulaient montrer qu'ils payaient quelque chose, et maintenant, ils veulent le cacher parce qu'ils ne veulent plus le payer. Donc, en vérité, ils ont eu deux attitudes en une période de 30 ans vis-à-vis de ces cotisations patronales ou de ce salaire brut. Et évidemment qu'on a obligé les patrons à payer. Et ça a été fait, évidemment, en 1945. Et cette histoire-là, elle révèle comment a été conçue par nos aînés la sécurité sociale. Parce que c'était évidemment les patrons et les salariés qui participaient à la protection sociale. C'est d'où mon image que je répète sans arrêt des esclaves et de Quémada. C'est pour montrer le type de différence. Et les patrons, finalement, quand ils ont été obligés de contribuer, ils ont fait le minimum, puisque c'était ce que les maîtres des esclaves faisaient, étaient obligés de faire avec leurs esclaves. Alors non, nous avons gardé notre liberté. Mais le fait qu'ils mettent de cette façon-là au pot était une façon de justifier aussi comment on gérait la sécurité sociale par les salariés et pourquoi les patrons y avaient une place. C'est-à-dire qu'après-guerre, les patrons avaient une place qui n'a rien à voir avec le paritarisme dont on a parlé ensuite. Ils avaient en gros 11,5% des sièges. C'était selon le principe un humain, une voix. Ce qui a changé ça, c'est De Gaulle et Pompidou en 1966 et 1967, qui a décidé qu'il y aurait 50% pour les patrons et 50% pour les représentants des salariés. Ce qui était évidemment déjà une attaque de base contre le principe de notre salaire différé ou direct ou mutualisé. On peut prendre des expressions différentes. La sécurité sociale a commencé à être attaquée par les ordonnances quand il y a eu le partage et la naissance du prétendu paritarisme, 50-50, moitié-moitié, alors que quand même les patrons ne mettent pas la moitié derrière leur cotisation patronale. Le taux de la cotisation patronale par rapport à la cotisation salariale. C'est variable en fonction des salaires. Oui, c'est-à-dire, je répondrais plutôt, c'est 15 et 30, quoi. Hein. Et c'est variable, c'est pour ça que je bute sur la question.
Mais cette partie-là, elle justifie aussi que le patronat soit dans la gestion de la protection sociale, puisque officiellement, il y avait une partie qui venait officiellement de lui, même si on pouvait la considérer comme salaire super brut. Et la gestion à cette époque me semblait un bon modèle longtemps après. C'est-à-dire, on remet en cause les 50% paritarisme, on revient à un humain, une voix, et on est à nouveau pour des élections aux caisses de sécurité sociale. Si vous mettez un jour ministre du Travail, c'est ce que je ferais. La première fois, il y aura à la fois une augmentation du salaire et il y aura des élections à la caisse de sécurité sociale. Nous changerons le fait que ce soit le Parlement qui s'en occupe et nous ferons qu'il y ait une chambre sociale qui soit constituée par ceux qui gèrent le budget de 820 milliards et ce sont eux qui verront la répartition de ce budget et son équilibre. Alors après, vous m'avez demandé, madame, derrière, comment je crois que ça se passerait. Je suis difficile à dire, mais là quand même, j'ai toujours un peu mon esprit marqué par mai 68. Vous savez, ce régime de Macron est spécial quand même. Il n'est pas... je ne vais pas valoriser les anciens présidents que je n'ai pas appréciés. Mais il a une différence avec eux. Il est plus idéologique et plus fanatique. Et il n'a pas à rendre des comptes à une base sociale. Il n'a pas vraiment de parti. Et donc cet organisme qui s'appelle la LREM, là, est une chambre. Il y a déjà 18 députés qui ont démissionné, et il y en a 200 qui ont des affaires sur le dos. C'était des gens absolument pas ni capables ni compétents pour faire ça. Il y en a même une députée qui avait trouvé le moyen de louer des cars dans sa circonscription, de faire visiter l'Assemblée nationale en faisant payer 100 € à chaque personne qu'elle emmenait dans ses cars. C'est des commerciaux, c'est des vendeurs de Tupperware, c'est des légaux. Ce ne sont pas des gens qui sont venus... Même ceux de droite ne sont pas comme ça, parce qu'ils viennent quelque part de la lutte sociale, de la classe dirigeante et de tous leurs affidés. Eux, c'est spécial. Et Macron, il a dit lui-même qu'il était là par effraction. Il a fait ça, il a reconnu ça un jour dans une interview à Valeurs Actuelles. Et il a dit une fois, je suis une anomalie de l'histoire, une forme de violence de l'histoire. Et il ne cesse de répéter qu'il ira jusqu'au bout, contrairement à ses prédécesseurs. Et quand vous les écoutez, Philippe Hayek, ce que j'ai fait... Philippe Édouard, qu'est-ce que je suis en train de dire? Édouard Philippe. Mais c'est pareil. Mais surtout, il apprécie Hayek, qui est un économiste lui aussi fanatique, qui lui dit qu'il préfère une démocratie, une autorité dictatoriale, qu'une démocratie laxiste et partageuse. Et dans la violence qu'il y a eu, que nous avons subie avec les Gilets jaunes depuis un an et demi, il y a aussi cette particularité-là. C'est d'avoir un bonhomme qui est arrivé... Il est arrivé comment? Il a eu 16 millions d'euros pour se faire élire. C'est une élection pipotée au départ, dont 8 millions, nous ne savons toujours pas leur origine, parce qu'ils sont tenus secrets. Et il a eu 301 de journaux. C'est-à-dire que quelque part, profitant... Excusez-moi le vocabulaire, mais... Je suis un ancien militant socialiste et je pense que le quinquennat 2012-2017 est une trahison. Je pense que c'est un quinquennat maudit. Et il était le plus maudit de tous ceux où il y a eu des dirigeants de gauche qui ont été portés aux affaires. Et il y a eu Hollande, Valls et Macron. Il est déjà au pouvoir depuis 7 ans, en fait, Macron. C'est pas depuis 5 ans. Et quand il est arrivé, qu'il a fait la guerre interne contre Hollande et Valls pour arriver à se placer, il a fait une sorte de putsch. Et à ce moment-là, une partie petite, mais du patronat, du CAC 40, se sont dit, on a notre sauveur. C'est pas un Bonaparte venu sur les classes sociales, c'est un Bonaparte venu sur un choix dictatorial où il est poussé en avant par une aile infime, mais décisive, de l'oligarchie. Et ça fait une différence. Et c'est à ça que nous avons en face. Ne croyez surtout pas que je vais excuser Chirac, mais Chirac, quand il y avait un mouvement, il négociait. Que ce soit en 68, que ce soit en 95, que ce soit en 2006 avec le CPE, il arrivait à promulguer une loi dont il disait qu'elle ne s'applique pas. Mais enfin bon, quand il voyait que ça passait pas, ça passait pas. Et là, nous avons une sorte, c'est pour ça que j'utilise le mot fanatique et l'idée de putsch, et que tout le monde discute dans les médias aujourd'hui surtout sur le degré d'autoritarisme, de côté dictatorial, et que lui-même il se défend, il dit « je ne suis pas tout à fait dictateur, mais c'est un petit Pinochet ». C'est-à-dire, la violence utilisée contre les Gilets jaunes est une violence inouïe. Et d'ailleurs, pourquoi il l'a fait? Parce que s'il n'avait pas fait, il y aurait eu déjà 2-3 millions de manifestants l'année dernière. Parce que c'est en faisant la chasse, en éborgnant les gens,
en amputant les gens, en mettant 1 millier de personnes devant les tribunaux, en faisant perdre le boulot aux autres, etc., qu'il a stoppé le mouvement qui venait du fond de notre société au travers de l'occupation des ronds-points. Et il l'a stoppé, mais il ne le stoppe pas non plus. Parce que l'addition depuis 2 ans, depuis la bataille sur le code, la bataille sur la SNCF, les gilets jaunes et maintenant, c'est 2 ans de guerre sociale. Et s'il y a une guerre sociale dans notre pays, c'est à cause de la spécificité aussi de ce bonhomme qui arrive là avec les pouvoirs de la Ve République ultra concentrés. Et les pouvoirs ultra concentrés de la Ve République lui permettent de tenir, mais de moins en moins. Ça se voit quand même. Ça se voit quand ils discutent la finalité de la réforme. Ils manœuvrent. Il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas peur. Et le Conseil d'État aussi est un indice de ça. Et une partie de la vieille droite, d'ailleurs, en profite pour dire on va remonter. On voit les Républicains revenir jouer des biscottos et dire ça va être éphémère. Mais dans le côté éphémère de ce régime spécifique qu'est le macronisme, il y a un germe de crise. Je suis long pour répondre à la question, mais je suis centré sur le sujet. Il y a un germe de crise tout à fait exceptionnel. Il peut y avoir des élections anticipées. Il peut y avoir une crise institutionnelle, parce que, je répète, le Conseil d'État est là pour... Et il peut y avoir une généralisation d'une lutte. C'est pour ça que je disais que les mai 68 peuvent se faire à l'envers. Et que nous ne sommes pas dans une situation, aujourd'hui, de pause, de stagnation, de recul, parce que la grève cheminot s'est arrêtée. Nous sommes dans une situation où, dans notre pays, toutes les 2 classes fondamentales sont en train de s'observer, et c'est plutôt la nôtre qui est en train de remonter et d'être à l'offensive. Et je voudrais diffuser de la confiance, parce qu'il y a plein de gens qui doutent. Ils sont d'accord, mais ils doutent, parce qu'on a perdu ces dernières années, ou plutôt, on n'a pas gagné ces dernières années. Et ils disent, on ne va pas gagner. C'est souvent l'argument auquel j'ai le plus à faire. Et tu crois qu'on va gagner? Évidemment qu'il faut croire qu'on va gagner. Vous avez déjà vu un syndicaliste pessimiste, vous? Si vous êtes pessimiste et syndicaliste, vous n'êtes pas syndicaliste. L'optimiste. C'est exact, mais pas des militants CFDT. Parce que ils sont salariés comme nous, et ils se posent en ce moment plein de problèmes, et l'autre au sommet, il joue aussi en difficulté, là, il n'y a plus de cohérence non plus, son âge pivot, son politique, donc aussi de ce point de vue. Et donc il faut lever le doute, et donner l'idée qu'on peut gagner est une partie de la victoire. Alors moi je suis militante CGT, mais effectivement des fois je suis un peu pessimiste, mais parce que je suis dans le doute. Voilà, et je pense qu'à un moment c'est aussi normal de se poser des questions et de ne pas être sûr de ce qui peut se passer. La situation elle est ouverte, mais elle est ouverte au meilleur comme au pire. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie. Alors, je vais répondre directement. J'ai plusieurs choses à dire. Donc, par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense qu'en face, ils ne sont pas prêts à bouger. Ils sont dogmatiques à tel point que si on n'arrive pas, pour moi, à élargir le mouvement, et aujourd'hui il y a quand même des difficultés, je dirais que ceux qui sont dans le mouvement sont soit ceux qui sont très fortement syndicalisés, sont ceux qui ne sont pas forcément le nez dans le guidon, les salariés les plus miséreux, on les voit rarement. Moi, mon fils, il travaille, il est ingénieur, il travaille au ministère de l'Environnement, ils sont 20 dans son service, ils étaient 18 sur 20 en grève, à partir du 5 décembre. Ce n'est pas des endroits où on a l'habitude de faire grève. Cela dit, ils ont des possibilités un petit peu différentes de ceux qui, arrivés le 10 du mois, ils ne savent pas comment ils vont payer leur loyer, comment ils vont faire manger leurs gamins et tout. Et ça, on est confronté à cette difficulté dans les entreprises, et c'est aussi pour ça, je pense, que ça ne démarre pas comme on le souhaiterait dans les entreprises. Après, ça génère, cette situation, elle génère du repli sur soi. Et de toute façon, on n'y arrivera pas. Les deux aspects, à la fois l'attitude du gouvernement et le fait que, oui, on ne peut pas faire grève,
on ne peut pas aller, on va rester chez soi et tout. Alors moi, ce qui me semble qui pèse aussi énormément, c'est qu'il n'y a pas de perspective politique intéressante. Et alors les médias jouent un rôle abominable, c'est un fait. Hein, les médias, c'est le fascisme ou le macronisme. On n'a rien d'autre. Et c'est vrai que là aussi, on est très en difficulté. Parce que à gauche, il faut reconnaître que c'est pas si simple que ça non plus. Donc, il y a tous ces éléments qui pèsent. Alors, la retraite, comme Gérard Filoche l'a dit tout à l'heure, si on se ramasse là-dessus, derrière, il y a la santé. Alors, la santé, elle me touche particulièrement, puisque j'ai une maladie chronique et que je mesure la situation et ceux qui sont en train d'essayer de construire. Et je vais vous donner une anecdote. Dimanche, il y avait l'association des diabétiques du 04 et 05 qui tenait son assemblée générale. L'information est parue dans la Provence. Ben, vous ne savez pas qui on a vu arriver à notre assemblée générale? La députée En Marche, Madame Emmanuelle Domezel, qui a expliqué qu'elle venait parce qu'elle est à la commission des affaires sociales à l'Assemblée, qu'elle est touchée par le diabète parce que dans sa famille il y a des diabétiques et qu'elle est elle-même infirmière. Et donc, elle nous a fait un laïus sur le fait qu'il voulait être à l'écoute sur le terrain des besoins des gens pour pouvoir y répondre, et patati et patata. Alors bon, j'étais un peu fumasse parce que je ne savais pas qu'elle allait venir, sinon j'aurais pris des arguments parce que bon, je sais des choses, mais je n'ai pas une mémoire comme celle que peuvent avoir d'autres. Cela dit, moi et puis mon mari, on l'a interpellée sur 2 ou 3 trucs. Elle a répondu ce qu'elle avait répondu, ce qu'elle a appris à répondre. Ils sont formatés à un point, mais c'est impressionnant. Et bon, on nous a un peu bousculé parce qu'il fallait que la G se tienne. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Ah, alors, honnêtement, j'ai trouvé que c'était de sa part, je vais presque dire, assez courageux. Parce que bon, elle avait bien percuté à qui elle avait affaire dans les questions qu'on a posées, quoi. Hein. Mais c'est pour dire aussi jusqu'où ça va en matière de communication. Enfin, je crois qu'ils ont ferraillé, verrouillé des choses, c'est impressionnant. Impressionnant. Et la dernière chose, maintenant, parce qu'il y a 23 000 habitants, alors c'est sûr, Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, on n'a pas eu l'information très rapidement. Mais dans cette salle, honnêtement, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent rien sur la réforme et qui ne sont pas, enfin sur la réforme, sur ce qu'ils veulent nous faire, et qui ne sont pas convaincus qu'il faut le combattre? Moi, je pense qu'il n'y en a pas. Donc, nous, on est là. Alors, c'est bien, moi j'ai appris des choses, hein, j'apprends toujours quelque chose. Mais, quand est-ce qu'on élargit le cercle? Parce que si on n'élargit pas le cercle, on ne gagnera pas. Et c'est pas du pessimisme, je pense que c'est du réalisme. Alors, il y en a un. Donc, Bernard, CGT Saint-Tulle, je suis à la CGT depuis 40 ans, j'ai 58 ans, je suis à la retraite d'un régime spécial d'EDF. Donc, quand tu dis... Quand tu dis qu'il faut maintenir les régimes spéciaux de retraite, oui, je suis tout à fait d'accord. Parce que, bon après, il faut faire gaffe quand même, parce que si on dit à 60 ans, il va falloir que je retourne bosser, quoi. Faut pas déconner. Non, parce que quand tu descends à 3 h du matin dans le sous-sol d'un immeuble, que les pompiers t'attendent dehors pour te demander s'il faut évacuer l'immeuble, bah, je te dis que t'emmènes pas large. Quand on est dans la neige, avec de la neige jusqu'aux genoux, qu'il faut remonter les fils, parce qu'ils sont tombés par terre, et que personne n'a pris de jus, là oui, on comprend que...
évidemment, si à 65 ans, il faut encore monter au poteau, vous risquez d'attendre encore un peu lorsqu'on va vous remettre le courant en cas de catastrophe. Je voulais en venir aussi sur les retraités. Effectivement, je vois qu'il y a quand même pas mal de têtes blanches dans la salle. Et il ne faut pas croire que les retraités, nous, on va être à part, quoi. Évidemment, on a notre retraite. Mais c'est pas gagné pour nous aussi, pour autant. C'est-à-dire qu'une fois, si jamais ce dispositif arrive à passer, eh bien, nous aussi, les retraités, on va passer au système à points. Le système à points, ça veut dire que les points... alors, ils ont dit qu'ils n'allaient pas diminuer, mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient augmenter. Hein. Donc, voilà, on va être là. Et la galette, ils ont dit que peut-être au lieu d'être 14% du PIB, ça serait 13. Bon, pourquoi pas 12, 11 on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'à quelle valeur pourra être déterminé ce point-là. Donc, pour s'en sortir... il n'y a qu'une seule solution, hein, c'est le rapport de force. Il y a des manifestations, et il faut y compris que les retraités aillent donner un bon coup de main aux actifs. Il faut qu'on y soit tous dès qu'il y a une... Moi, je ne suis pas pessimiste, hein, parce qu'il y a bien longtemps que je n'ai pas vu un mouvement de cette envergure-là. Et beaucoup de mouvements, d'ailleurs, comme tu le disais, qui prennent l'ampleur. Donc, allez-y, hein, on lâche rien, on y va. Oui. Allô? Oui. Je ne sais pas si je parle d'abord. Oui, donc moi je réponds à Bernard et à Marianne, justement. Le rapport de force, effectivement, il faut qu'il y soit. On parle de tête blanche ici, il faut que les jeunes viennent à nous. Ce que j'ai vu à Géométhane m'a enseigné beaucoup de choses aussi. D'abord, la solidarité, c'est immense, et elle est nécessaire. Il faut qu'on se serre les coudes. Et ensuite, il faut une chose qui est extraordinaire, moi je ne savais même pas que c'était possible, c'est qu'en fait, ils sont là depuis le 5 décembre. Mais en fait, c'est à tour de rôle. Ils se débrouillent. Moi, j'avais l'idée que la grève, c'était une journée, mais non, tout est possible. Et j'ai appris justement, en militant par les uns et par les autres, qu'on peut effectivement faire qu'une heure de grève par jour, on peut s'organiser dans les équipes pour tourner, et ça, je crois que c'est une information qu'il faut donner. Oui, dans le privé, oui, c'est possible. Voilà. Donc, ensuite, ce que je veux dire, c'est qu'on ne fait pas une chose. Je pense que c'est un défaut. Il faudrait qu'on dise qu'effectivement, si on va travailler plus loin, pendant ce temps, les jeunes n'auront pas de travail. Il faut qu'on pense à appeler ces jeunes et leur dire, écoutez, nous, on nous demande d'aller travailler plus loin. Enfin, nous, moi, j'y suis à la retraite, comme dit Bernard, j'espère qu'on ne va pas me rappeler quand même. Mais bon, donc, qu'on associe les deux ensemble, l'emploi et la retraite. Et ça, on oublie de le faire. Je pense qu'il faut qu'on s'y mette. Vas-y, Gaston. Oui, moi je pense que prochainement, dans 40 ou 50 jours, je ne sais plus, il y a des échéances. Et parmi nous, certains ont des éminences de leur commune qui ont changé d'un parti pour entrer dans celui de notre président de la République. N'y aurait-il pas quelque chose à réfléchir à ce sujet? Alors, moi j'apprécie votre intervention sur le pessimisme et le contexte dans lequel nous militons. Il est sûr que l'évolution du salariat, avec une partie qui est en gros de 15% de précaires, pas tant que ça, hein, 95% des contrats entre 29 et 54 ans sont des CDI encore. Les CDI, ils disent vous allez en faire plusieurs dans votre vie, c'est le contraire dans la pratique, ils s'allongent. C'est-à-dire qu'ils ont fait 20% de plus, ils sont passés de 9 ans et demi en moyenne à 11 ans et demi en moyenne dans les 20 dernières années. Parce que les entreprises, malgré la propagande qui circule, ont besoin de personnel stable, polyvalent, compétent, fort, qualifié. Donc, il y a un halo sans arrêt de gens chez les jeunes, chez les femmes, et maintenant ils voudraient que ça soit chez les seniors, comme ils disent, mais qui tourne, qui est poussé à la précarisation. Mais le corps du salariat repose encore, malgré la casse du Code du travail, les reculs de l'inspection, de la médecine du travail, qui sont tous énormes. Hein.
parce que ça nourrit le pessimisme, du droit des institutions représentatives du personnel. Macron a diminué par 2 les institutions représentatives du personnel. On avait 425 000 salariés protégés, il va nous en rester 200 000 au bout de l'application de toutes les transformations des comités d'entreprise, des DP et la suppression des CHSCT. Malgré ça, encore, aujourd'hui, quand nous parlons, le corps du salariat de ce pays maintient des traditions et une capacité de lutte assez exceptionnelle. Même par rapport en comparant avec d'autres pays, si on se compare. Je dirais que je dirais qu'en France, c'est vrai que Macron et les dernières années sont des coups durs, mais il n'a pas atteint le cœur. J'essaie de décrire les raisons de mon optimisme à moi. Il n'a pas atteint le cœur de la force de notre salariat. En France, on a quoi? On a quand même 4 millions, 5 millions de personnes. Vous dites, dans cette salle, c'est des gens convaincus. Mais ce sont les gens convaincus qui convainquent les autres. Et vous dites, j'ai appris quelque chose, j'en suis flatté. C'est pour ça qu'on fait des réunions. C'est à la fois pour permettre l'argumentaire, le consolider et le faire repasser. C'est avec des réunions comme ça qu'on bat TF1. C'est-à-dire qu'on est 3, 4, 5 millions. C'est un pays où il y a eu beaucoup de vie syndicale, beaucoup de vie politique. Il y a beaucoup d'ex aussi de différents partis de toutes sortes. Mais il y a une culture. Et le problème, c'est que les 4 ou 5 millions qui sont autour, solidaires du mouvement actuel, ça c'est incontestable par ailleurs, il faut qu'on en emporte 4 ou 5 millions de plus. Et les moments où on fait basculer les 4 ou 5 millions sont rares dans l'histoire. J'ai cité 36, j'ai cité 68, j'aurais pu parler de novembre-décembre 95, j'aurais pu parler de mouvements jeunes à d'autres moments, entre la loi d'Aubray ou le CPE, j'aurais pu... Je suis un vieux, moi, maintenant. Voilà. Je suis un 68ard. Si je milite encore à 75 ans, c'est à cause de mes 68. J'avais 20 ans. Et ça m'a convaincu qu'on pouvait changer le monde. Quand j'ai vu les gens évoluer, ils apprenaient plus en 3 jours qu'en 30 ans, quoi. Quand il y a le mouvement, ceux qui se mettent en mouvement, parfois, dans les derniers, ils donnent même des leçons à ceux qui ont commencé, en disant « pourquoi tu ne remues pas le cul davantage ?» etc. Alors qu'ils n'avaient pas entendu avant les messages. Et quand il y a le basculement d'opinion, ça c'est mon souvenir de mai 68, il touche par millions les autres gens, et ça a des effets durables et profonds. Et c'est peut-être Alors, le mot pessimiste, je ne l'ai pas, je vais pas prendre argument d'autorité, mais il n'y a même pas de moi. J'étais invité à une réunion en Belgique, à la FGTB, il y avait des jeunes, c'était pour parler des 32 heures, et j'avais Philippe Martinez à côté de moi, puis c'est un jeune dans la salle qui a commencé en disant « je suis pessimiste ». Martinez me dit « il doit pas être syndicaliste, celui-là ». Et j'ai regardé, ça m'a plu, parce que c'est de cette façon-là, mais ça n'empêche pas le doute. Je ne vous dis pas qu'il faut balayer les doutes. Je dis qu'il faut chercher, dans les situations que nous vivons, les éléments pour balayer le doute. C'est une phrase différente. Et que là, aujourd'hui, nous avons ces éléments. Ils s'accumulent. Et je vois bien ce que vous décrivez. J'ai essayé de le faire précédemment, mais sur le LREM, la fille qui s'assied à côté de vous, c'est tous des bidons. Hein, ils ont été formatés, il n'y a rien à sortir de ça, etc. Mais en même temps, ils passent pas. Maintenant, ils sont ridicules dans les télévisions, je veux dire, même auprès de ceux qui les encensent, hein, qui cachent les choses. Les vendeurs de Tupperware, ça fait pas recette, quoi, hein, durablement, quoi. Donc, en vérité, il y a un fanatique, un pouvoir hyper concentré, mais du coup très vulnérable. Et une société qui, quand elle va imploser, sous les coups de boutoir que nous sommes en train de donner, ça va aller plus loin. Bon, ça, évidemment, c'est une profession de foi de charbonnier, hein. Mais ça va aller plus loin que ce que nous avons connu. Et je voudrais diffuser cette idée-là, y compris parmi une salle qui est militante et déjà préconvaincue. Parce que c'est parfois aussi chez les militants et chez les préconvaincus qu'il y a le plus de doutes. Parce qu'ils se disent « Ah, j'ai fait tout ça, est-ce que je vais voir arriver les choses ?» Et je suis évidemment dans cela. Mais je crois qu'on est en train de les voir arriver. Il est peu probable, quand même, que tout ce qui se passe en ce moment depuis 2 ans, contre ce bonhomme Macron, ne débouche pas sur un changement social inverse de celui dont il rêve. Et on l'a presque à portée de main. Et souvent, c'est normal aussi. Parfois, nos consciences retardent sur ce qui est en train de se produire dans le fond de la société. Et moi, parmi les exemples, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, l'affaire des Gilets jaunes, il ne faut pas sous-estimer ce que ça veut dire. C'est les gueux qui ne se fâchent pas, hein, de 1988. C'est ceux d'avant la Révolution française.
Ça a toujours commencé comme ça, par des gens qui se battent pour une petite réforme, pour le pain. Alors parfois, vous avez des gens, ils sont à Paris, ils disent qu'il faut d'abord réfléchir à la République. Mais ceux qui font la révolution, c'est ceux qui vont chercher le pain à Versailles. Et c'est toujours un petit peu comme ça que les choses se font. Alors, je m'abuse peut-être, puis moi, je voulais être optimiste, puis à mon âge, je voudrais voir, hein. Comme beaucoup ici, d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'on est dans ce genre de confluence et de rapport de force, malgré les coûts encaissés, malgré la côté précaire, malgré le fait que des entreprises ne puissent pas démarrer. Moi, j'ai eu un coup de fil de quelqu'un que je ne connaissais pas, il m'a dit qu'il travaillait dans un abattoir en Bretagne. J'ai imaginé dans ma tête que c'était Doubs. Bon, je connais. Et le gars, il m'a dit, je vous soutiens, je vous vois dans les vidéos, je vous vois à la télé et tout. Mais moi, je peux pas faire grève, je peux pas. Ils vont me virer, je peux pas faire. Et je lui ai dit, faites ce que vous pouvez, versez une caisse de grève, participez à une manif, à une maman. Même ça, je le fais déjà. Et je me suis dit qu'un jour, il allait faire grève. Parce que ceux qui ne peuvent pas, ça veut dire, c'est quand même ceux qui le veulent. Ils se sentent empêchés parce qu'ils ont peur de leur boulot. Mais quand ça va se libérer, que la peur va être écartée, mais ils vont foncer tous. Et ça, c'est mon côté optimiste, sans nier ce que vous avez dit. Je ne le nie pas. Je ne nie pas. On ne claque pas des doigts comme ça pour balayer les doutes. Mais quand on observe des tendances, il faut les valoriser le plus possible en comprenant ce qu'ils dessinent pour nous. Je ne suis même pas allé au bout de ce que je pensais tout à l'heure. Moi, je pense que la révolution, elle va être contre Macron. J'ai cité son livre parce que je pense que la crise institutionnelle qui va ressortir de tout ce que nous vivons en ce moment va être beaucoup plus importante que toutes les autres précédemment dans la Ve République. Et après, quand on dit en face, parce que tout le monde sait, sinon on arrive en 2022, on va anticiper, puis ça sera peut-être pas du tout comme ça, hein. Bon, avec un choix entre le pire et le plus pire, quoi, hein. Et les gens se diront, je vais pas voter pour le pire contre le plus pire, et donc on peut avoir le plus pire. Bon, voilà, à peu près ça, quoi. Donc en fait, notre chance à nous, c'est de gagner la partie avant. Bon. Et là, ça renvoie, si vous me le permettez, à quelques mots de politique sur lesquels je n'ai pas prévu de m'aventurer, mais on ne peut pas les éviter. Sans union de la gauche, on parviendra à rien. Aujourd'hui, je participe à Paris à des réunions pour soutenir les retraites. J'ai participé à des réunions pour soutenir les cheminots, puis avant, contre le Code du travail. Qu'est-ce qui se passe dans une réunion parisienne nationale des partis de gauche aujourd'hui? Vous êtes 30 autour de la table, il y en a 2 par organisation qui sont très inégales. Il y en a des plus grosses que d'autres, il y en a des plus importantes, il y en a qui veulent être plus importantes que d'autres, il y en a qui sont moins importantes que d'autres. Mais tout le monde est autour de la table, il y a 12, 13, 14, 15 groupes à gauche. Du plus petit au plus fort. Aucun n'a une chance de gagner tout seul. Aucun. Alors, ils ont tous des arguments parfois pour ne pas se mettre autour de la table. Ah, le texte que tu as fait est mauvais. Bah oui, mais si tu avais été dans l'écriture, il aurait été meilleur. Ah oui, mais là, on ne trouvera pas une plateforme. J'avais déjà prouvé une fois sur la SNCF, dans une de ces réunions, on m'avait dit, tu n'y arriveras pas, j'ai étudié, c'est trop de différence entre tout le monde. J'ai dit, moi j'ai étudié aussi, je vous propose un texte la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on m'a changé 2 phrases dans le texte, tout le monde était d'accord. Vous savez, quand il y a une volonté, il y a un chemin. D'où peut venir la volonté, y compris sur ceux qui ont des égaux. De vous, de tout le monde. C'est-à-dire de la pression sociale. C'est-à-dire la pression sociale que nous avons en ce moment, elle milite pour l'unité de la gauche. Alors il y a des moments où ça explose. À Montpellier, ça explose. Je crois qu'ici, à Manos, vous êtes en train de la faire. Et il y a peut-être une centaine de villes où elle se fait, tout compris. Alors on me dira, qu'est-ce que la gauche? L'appartenance à la gauche est déclarative. Il n'y a pas de tribunal pour en juger. Celui qui se dit gauche, il vient, il est autour de la table. Après, que doit faire la gauche? Le meilleur programme possible. Le meilleur programme possible, il vient de quoi? De la réunion de tout le monde, et on décide ce qu'il y a comme point commun, on écarte ce qu'il y a comme désaccord. Et pour qu'il y ait un point commun entre tout le monde, ça ne peut pas être social-libéral. Et ça ne peut pas être gauchiste, du genre... non, il faut que ça soit le cœur. Moi, quand je résume, je parle en mon nom, hein, je dis 1860, 32, 20, 5. Ça veut dire le SMIC à 1800 €, la semaine de 32 heures, la retraite à 60 ans, pas plus de 5% de précaires par entreprise et un salaire maximal à 20 fois le SMIC. Bon, je résume. Mais ça, c'est possible que toute la gauche soit d'accord sur quelque chose comme ça. C'est-à-dire, si vous mettez toute la gauche autour de la table en disant 72 heures, vous allez nous écrire un programme, ça sera à peu près ça. Et à ce moment-là, vous me direz, oui, mais le programme, qu'est-ce qui nous garantit? Rien.
ne nous garantit jamais qu'un programme soit appliqué par les gens auxquels on a un mandat pour le faire. Ce qu'il garantit, et la seule chose, c'est le rapport de force sociale. Et le rapport de force sociale, il faut qu'il existe en même temps que la victoire électorale et l'unité qu'il permet. Je vais me permettre une phrase, on va me faire procès, mais j'ai souvent dit, je ne sais pas si je dois le dire, je m'arrête, mais oui, s'il y avait une grève générale en 2012, Hollande aurait fait du Blum. S'il n'y avait pas eu de grève générale en 1936, Blum aurait fait du Hollande. Vous comprenez, ceux que vous élisez à un moment donné, vous n'êtes pas obligé d'avoir confiance en eux. Mais si quelque part ils vous représentent et que vous êtes derrière, vous les tenez. Si vous n'êtes pas derrière, vous les tenez pas. Et donc ils vont s'émanciper, ils arrivent, et paf, la bourgeoisie, tous les secteurs, tous les technocrates, toute l'oligarchie, vous les prennent et ils vous trahissent. Donc il n'y a jamais de garantie contre la trahison, sauf notre force collective et commune. Et quand je parle d'unité de la gauche, c'est ça que j'entends. La gauche, c'est pas d'abord des partis, des associations et des syndicats, c'est le salariat. C'est d'abord une base sociale. Les partis, les syndicats, les associations, ils expriment la gauche. Ils l'expriment plus ou moins bien. Il y a vraiment bon, je ne vais pas être gros mots, des droitiers infinis, hein, qui se réclament de gauche. Bon, tiens, si je vais en citer un, Valls. Il va même faire des malheurs en Espagne, le gars. Voilà, il a cru qu'il allait même être ministre, vous avez vu, des Affaires étrangères en Espagne, à condition qu'il n'y ait pas d'accord entre les indignés et le parti socialiste. C'est tout dire, quoi. Bon, vous avez des gars comme ça, ils sont quand même à 1% ou 2% de la gauche, c'est l'aile droite de la gauche, la droite de la droite de la gauche. Puis vous avez des gens qui vous disent vive la dictature du prolétariat demain, qui vous payent sur le mur, et puis ils croient que c'est comme ça que ça se fait. Bon, entre les deux extrêmes, il y a le cœur du salariat. Il y a la base sociale. Et celle-ci, elle va s'exprimer sur nos 12-15 organisations actuelles. Il n'est pas possible que la gauche reste une mosaïque. Il faut qu'elle... Alors on va me dire, oui, mais alors, qui va être le chef? Je m'en fous. Je suis contre le pouvoir personnel, je suis pour un pouvoir collectif. Moi, en 1962, j'arrivais à 17 ans, j'étais contre le référendum de De Gaulle qui disait on va élire le président. Avec ma petite conscience de l'époque, j'ai dit on va pas élire un roi. Et je ne savais pas tous les ravages que ça créerait le présidentialisme. Je suis pour un pouvoir parlementaire, je suis pour une proportionnelle, je suis pour une 16e République qui soit laïque, qui soit féministe, qui soit démocratique, qui soit écologique, qui soit internationaliste et qui soit pacifique. Ah, mon programme, il n'est pas dur, mais ce programme-là, c'est celui de tout le monde à gauche. Vous répétez, j'ai l'impression... Donc on doit pouvoir arriver à écrire ça. La question, c'est que moi, je regarde dans telle ville, ça frémit, il y a un accord, même où c'était improbable. J'ai regardé Amiens, là, il y a un accord de tout le monde. Alors ça va du Parti socialiste maintenu, qui n'est plus exactement ce qu'il était avant, mais qui n'est pas aussi clair que ça, mais qui est dedans. Parce que là où il est faible, il reste dedans. Là où il est fort, il continue comme avant. Mais là où il est faible, il reste dedans. Et quand il y a tout le monde dedans, et que vous allez jusqu'à LFI, ou parfois même vous avez le NPA qui vient, mais je m'en félicite, moi. Je suis absolument pour que tout le monde soit autour de cette table et arrive à un programme de gouvernement. Et si on n'y arrive pas, de toute façon, ça c'est vrai qu'à la fin on aura des raisons d'être pessimiste, parce qu'on ne gagnera pas. Sans unité de la gauche, on ne gagnera pas. Il faut donc faire les gestes, les efforts, la volonté nécessaire pour rédiger ce programme qui mette d'accord au moins la majorité des 12, 14, 15 organisations de gauche. Et il vient d'avoir une expérience récente, je vais conclure là-dessus, c'est que moi j'ai participé à ça. Je me battais pour un comité de liaison, et le 11 décembre dernier, dans un meeting parisien, Fabien Roussel a dit « Ah ben je suis d'accord avec Filoche, on va faire un comité de liaison. » Et dit d'ailleurs, je vous invite au colonel Fabien, c'était la semaine du, je sais plus, de troisième semaine de décembre, et on a causé ce qu'on pouvait faire, un communiqué de presse, un soutien, etc. Puis quelqu'un, je crois que c'est d'ailleurs le Vert, Bayou, qui a dit si on faisait une plateforme avant ça vienne au Parlement, commune. Tout le monde a dit on fait une plateforme commune. Et alors, après on m'a dit non, ça n'est pas le comité de liaison, c'est les groupes parlementaires qui vont le faire. Alors, dans les groupes parlementaires, il y en a finalement 3 qui l'ont fait, c'était le Parti Socialiste, les Verts et le Parti Communiste. Et ils sont arrivés à un texte que moi, quand je l'ai vu arriver, je l'ai eu du mal à l'apprécier. Je me suis dit, il est d'abord anti-Macron. Parce que dedans, c'est contre la retraite par points. Dedans, c'est contre la capitalisation. Dedans, il y a l'idée qu'il faut repousser l'âge pivot, l'équilibre, et que la retraite, finalement, elle est financée, et que ça doit se faire avec un SMIC comme base. Je me dis, ça, c'est des bons éléments. Mais il n'y a pas les 60 ans, mais il
Il y a pas, il y a un série d'éléments. Moi, si j'avais été autour de la table, si ça n'avait pas été le groupe parlementaire, je me serais battu jusqu'à la nuit, comme la chèvre de M. Seguin, pour qu'il y ait les 60 ans. Bon. Mais il y en avait d'autres qui pouvaient le faire. Par exemple, le groupe et les filles. Je jette la pierre à personne. Donc j'ai discuté avec Jean-Luc, c'était mardi dernier, et il me dit, quel texte? Je lui dis, enfin, le texte est au groupe parlementaire. Mais il me dit, je suis pas au courant. Bon, je lui dis, tu es Jean-Luc, je te connais. Alors il me dit, va voir Éric Coquerel, c'est lui qui s'occupe de ça. Et je dis à Éric, mais Éric, il me dit, oh, mais je veux pas le faire avec le PS. Mais je lui dis, mais... Puis il me dit, le texte est mauvais. Je lui dis, tu l'as lu? Il me dit, non, pas tout à fait, parce que de toute façon, je dis, donc vous n'aviez pas la volonté de vous associer. Mais si vous aviez été autour de la table, là, le texte, il y aurait les 60 ans. Comprenez comment ça s'écrit, comment ça se fait l'unité. L'unité est une bataille, l'unité est une construction. Il faut avoir la volonté et se mettre autour. Et donc si vous avez tout ça, vous trouverez forcément le point commun. Et puis de toute façon, l'unité, c'est l'unité d'action. On n'est pas obligé de penser tous pareil sur ce qui se passe au Chili ou ce qui s'est passé dans les années 50. Chacun garde sa culture. Et d'ailleurs, Jaurès disait que quand on fait l'unité, on doit d'abord se respecter. On doit respecter le passé des gens. On doit respecter ce qu'ils ont été quand on se met d'accord avec eux pour un futur différent. Et donc, l'unité, c'est l'unité d'action, c'est pas l'unité de pensée. Et l'unité, c'est à la base et au sommet. Parce que souvent, la base dit « Mais je suis impuissant, vous avez qu'à vous mettre d'accord là-haut, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse si vous ne vous mettez pas d'accord ?» Mais ceux de là-haut, ils ne se mettront pas d'accord s'ils ne reçoivent pas des coups de pied au cul de la base. Hein, les deux aspects existent, c'est-à-dire les pétitions, les appels, participer dans toutes les réunions pour qu'il y ait l'unité. Et quand l'unité marche, elle est gagnante. Elle est gagnante. Parce qu'elle aussi, elle bat le pessimisme. Une partie du pessimisme dont on parle, là, il est dû au fait de cette division de la gauche. Et au fait que le précédent quinquennat a trahi. Je pèse bien mes mots sur le précédent quinquennat. C'est pas la gauche qui a trahi. C'est la gauche qui a été trahie. C'est pas la même chose. C'est la gauche qui a été trahie. Et il y en a qui me disent, ben, non, la gauche, blablabla, la gauche. Mais la gauche, c'est beau. Pour moi, c'est mon camp. C'est ma classe. C'est mon passé, c'est mon présent, c'est mon avenir. Et quand je m'oppose à ce qui a été fait de 2012 à 2017, c'est au nom de la gauche. D'ailleurs, pendant toutes ces années, je m'y suis opposé. Depuis l'ANI, je suis venu ici pour m'y opposer. Je me suis opposé à Macron, j'ai demandé sa démission en 2015. J'aurais voulu être écouté davantage. J'ai combattu la loi El Khomri, j'ai fait ça en réunion de compte. Bon, voilà. Et donc, cette bataille-là, c'est celle, en fait, pas personnelle, tout ça, c'est celle de toute la gauche aujourd'hui pour se reconstruire et s'unir. On me dit que je suis trop long, mais... Merci Gérard. Alors, j'ai pour l'instant 2 intervenants. Je vous propose qu'on essaie quand même de terminer ensemble. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent intervenir? Sinon, on donne la parole à ces 2 personnes. Et puis, après, on va boire un coup tous ensemble. Ça fait Allez. Ah, ça fait 3 alors. D'accord. Alors, j'ai 3 intervenants. Alors, bonsoir. Donc, moi, je m'appelle Anne-Lise, je suis gilet jaune. Donc là, pour le coup, j'ai pas grand-chose à dire, parce qu'en tout cas, je suis ravie de t'entendre dire tout ce que tu viens de dire. Ça fait beaucoup de bien, parce que moi, c'était plutôt en réponse à la dame, par rapport au pessimisme et tout ça. Donc nous, ça fait 1 an et demi en tant que gilet jaune, parce que malgré ce que montre BFM, CNews, etc., ce que les syndicats, suite à la grève du 5 décembre, sont en train de vivre, on était un peu dans la même phase il y a 1 an en arrière. Donc on est passé par là, quoi. Et donc effectivement, nous, on est peut-être plus optimistes parce qu'on a du coup toutes les étapes par lesquelles vous êtes en train de passer, on les a vécues. Si ce n'est pire, parce que effectivement, nous, parce que souvent on dit oui, mais les gilets jaunes, ils sont anti-syndicats, c'est faux. Parce qu'en plus, on a énormément de gens syndiqués qui sont avec nous depuis le début. En fait, c'était la représentation qui était fuie. Horripilé, voilà. Et énormément de gens qui se sont unis autour d'un rond-point il y a 1 an et demi, c'est parce que c'était des gens qui ne se voyaient pas s'encarter dans un parti politique ou auprès d'un syndicat, parce que vis-à-vis d'un mode de fonctionnement, voilà, ils ne se reconnaissaient pas là-dedans. Donc effectivement, le 17 novembre 2018,
la masse de gens qui est sortie, oui, parce que voilà, ils se sont unis autour de la taxe du carburant et ça parlait à beaucoup de gens. Donc ils sont sortis. Après est venu le dur du dur, puisque la répression a été très très virulente dès le départ, et j'irais même plus que jusqu'à la mutilation aux morts et aux blessés. C'est de la traque. On est traqué. En plus, ici, on est dans le 04, donc je pense à Madame Domézel, quand la dame parlait d'elle. Nous, on a plusieurs personnes, et là, je viens d'apprendre une amie qui a passé hier, lundi, voilà, 3 heures au commissariat, parce que Madame Domézel, elle est pro pour porter plainte contre les gens. Hein. Donc, effectivement, nous, au niveau des Gilets jaunes, on a eu énormément de soucis de justice, de contrôle, de plaintes, etc. Donc, faut se méfier, parce que si elle saisit à côté de vous, moi, je m'inquiéterais peut-être un peu. Faites attention à vous. Donc voilà, après, effectivement, quand là, tu parlais de l'unification, etc., y a une grosse partie des Gilets jaunes qui travaillent à ça depuis 1 an et demi. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on va partout, on participe à des colloques, à des assemblées. Les assemblées citoyennes, on en a créé, il y a 1 an en arrière, on en a fait ici, dans le coin, et puis ça s'est fait partout. Donc les gens s'éveillent un peu partout. Effectivement, nous, on n'a pas la même vision dans le sens où on est rassuré à ce niveau-là, parce qu'on sait qu'il y a plein de choses, il y a plein de gens qui réfléchissent à autrement, comment faire, etc. Il y a plein d'idées. Enfin voilà, cette phase de doute vis-à-vis de oui, mais si on dégage Macron, on va avoir Le Pen derrière. Donc ça fait longtemps que ça a été balayé, ça, en fait, parce qu'on sait que les gens ont compris. Il y a plein de gens qui se sont éveillés, il y a plein de gens qui vont s'éveiller, et tout ça, malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui sont au courant, donc qui tombent plus dans le panneau. Le 49.3, c'est pareil, j'en parlais il y a 2 jours avec quelqu'un qui me disait ça sent le 49.3, mais je dis mais ils peuvent même plus, parce qu'avant, les gens ils savaient même pas ce que c'était. Mais maintenant, les gens 49.3, ils savent ce que ça veut dire. Donc c'est vrai qu'ils pourraient que nous rendre service, je pense, en le lançant, parce qu'il y a beaucoup de monde dans la rue. Donc voilà, après on est lancé, on lâche rien, ça bouge de partout. N'hésitez pas à chercher des informations par vous-même, parce qu'il y a plein de gens qui bougent partout, qui ont besoin de soutien, pas forcément, enfin, pas tout le monde peut faire grève, mais effectivement on peut faire plein de choses, et ce qui nous unit, peu importe la couleur du maillot, c'est l'objectif commun, et c'est l'action. Et ça, je pense le cerveau collectif est très 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 créatif. Donc voilà, on y arrivera et on gagnera. Bonsoir, Myriam, Gilet jaune. Donc 14 mois de lutte. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, ce que j'aimerais, c'est que tous ceux qui sont en colère là, contre la réforme des retraites sachent qu'il y a d'autres combats, et qu'il faudrait qu'on soit tous, vraiment tous ensemble, comme la vente des barrages, la fermeture des impôts, la fermeture des urgences la nuit assisteront, et beaucoup de choses. Pour ça, il faudrait qu'on soit vraiment, quand c'est les avocats, on y va tous, même si on n'est pas avocat. Quand c'est les pompiers, on y va tous, même si on n'est pas pompier. C'est ça l'esprit gilet jaune. Enfin, c'est mon esprit à moi, gilet jaune. Je vous remercie. Voilà. Bonsoir. Moi, je voulais évoquer ce qui a été dit tout à l'heure un peu sur les prochaines séances politiques municipales. Parce que la question a été évoquée. Bon, moi, je suis pas de la tradition de gauche, comme ça vient d'être dit. Je suis écologiste. C'est assez différent. C'est pareil. Aujourd'hui. Sauf que ça se rejoint totalement. Et ce qu'on a fait à Manosque ces derniers mois, comme ça se passe dans toute la France. Tu parlais de 100 villes, mais je dirais qu'il y en a bien plus que ça, si tu comptes toutes les petites communes où il se passe la même chose, sans bruit et tout. C'est
le rassemblement de tous, à la fois contre le ras-le-bol de tout ce qui se passe, mais aussi pour trouver des chemins communs sur tous les sujets. On arrête d'opposer les choses les unes aux autres. On est tous ensemble, on vit tous ensemble, et il faut nous recréer un destin commun. Je pense qu'à Manosque, on est bien parti. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a au moins les 4 villes principales du département, il y a le même phénomène. Je ne dis pas que ça réussit partout, mais il y a le même phénomène. Et puis si je regarde mes copains dans les départements voisins ou dans d'autres régions, c'est pareil. Donc c'est bien plus que 100 villes. Et en plus, ce qui me frappe, c'est qu'on ne parle que des grandes villes, mais que ce travail de fond, de base, il ne se fait pas dans les grandes villes où c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est très politicien, les rapports. Il se fait justement là où les gens se connaissent, là où les gens vivent, travaillent, luttent ensemble. Donc moi, c'est un facteur d'optimisme essentiel. Puis le deuxième aspect par rapport à combattre les Macron, enfin, il y a quand même quelque chose qui est absolument étonnant dans ces élections. C'est que personne ne se réclame plus de Macron nulle part. Même ses propres partisans les plus affichés. Enfin, c'est extraordinaire. Et regardez ce qui se passe à Paris en ce moment. Enfin, c'est le summum. Donc, ça aussi, je pense que ça manifeste. Alors, c'est à travers les élections municipales, donc c'est un problème un peu différent. Mais ça manifeste le fait que plus personne n'est dupe. Tout le monde en a ras-le-bol. Et que, je pense que politiquement, le mouvement de Macron, il s'est effondré. Et il n'a plus aucun moyen de ressortir du chapeau. Ils se divisent entre eux, les députés sont en train de démissionner ou de vouloir faire des nouveaux groupes avec un autre nom, etc. Puis dans les élections municipales, vous voyez bien, vous avez tous entendu parler de la circulaire Castaner, hein, qui vise à éviter de qualifier toutes les communes de moins de 9000 habitants, histoire de ne pas voir le désaveu qu'il y a. Et en plus, tous les gens soutenus, soi-disant, par Macron, même quand ils n'ont rien demandé, eh ben, ils seraient baptisés, je sais pas quoi, macronistes, etc. Bon, c'est un mensonge épouvantable. De plus. Donc voilà, moi je pense que le mouvement qui a été évoqué là, ce soir, qui est un mouvement profond, et je suis entièrement d'accord que la soupe monte de tous les côtés, c'est pas parce qu'on est à tel moment d'une grève que c'est fini, que ça ne va pas recommencer, ça surgit de tous les côtés, c'est loin d'être arrêté. Bon, d'abord, au niveau municipal, une des choses à faire, c'est de soutenir toute cette action. C'est d'aider, c'est tout ce qu'on peut. Et ensuite, je pense que ça va se traduire dans ces élections municipales de façon forte, mais ça dépend aussi de nous tous. Ouais. Peut-être le dernier mot à Gérard. Moi, je suis de gauche et écologiste et de gauche. Pour moi, c'est indissociable. C'est pour ça que j'ai parlé comme ça toute la soirée. Et les 2 dernières interventions des Gilets jaunes, je vous remercie. Vous avez fait mon bonheur ce soir. Et ce sera la conclusion de la discussion, mais pas la fin de la bataille. Et en tout cas, on peut passer à des discussions plus informelles autour d'un verre.